Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation pour cette conférence de presse. Pour vous faire un point sur l'actualité des œufs, actualité qui a été très riche cette année, et en particulier cet été où il y a eu des événements qui ont largement été relayés par la presse et qui ont fait quand même l'objet de beaucoup d'attention de notre part. Cette conférence de presse, elle se situe, je dirais, dans l'annonce de la journée mondiale de l'œuf qui sera le 13 octobre, donc vendredi prochain, la semaine prochaine. Journée au cours de laquelle une quarantaine de pays dans le monde donc organisent des manifestations pour, je dirais, fêter l'œuf et puis sous différentes façons. Et on a aussi donc la France qui est présente à cette manifestation. On vous expliquera tout à l'heure donc de quelle manière est-ce qu'on va fêter l'œuf le 13 octobre. Donc je disais une actualité assez chargée cet été. Qui a eu des conséquences et qui n'a pas été sans conséquences bien sûr sur notre filière et sur le marché, sur la consommation. On aura l'occasion de faire le point avec les différents intervenants qui vont venir se succéder pour vous faire la présentation de cette situation. On fera un point aussi sur le contrat sociétal d'avenir, vous savez, qu'on vous a présenté l'année dernière et qui est toujours d'actualité, bien sûr d'actualité, mais je veux dire qui fait l'objet de travaux qui se poursuit. C'est un travail là aussi de longue haleine. Et puis il y aura une présentation sur la consommation des œufs, sur les aspects nutritionnels, donc avec Laurence Plumet qui est ici et qui est toujours à nos côtés donc pour parler de l'œuf de très très belle façon. Interviendront aujourd'hui Loïc Colombel, donc président du SNIPO, du syndicat des industriels et des produits de l'œuf, Maxime Chaumet, donc notre secrétaire général du CNPO, et puis Laurence Plumet, donc que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc le CNPO, je vous le rappelle, c'est l'interprofession des œufs qui regroupe les 5 familles professionnelles qui interviennent dans notre filière, qui a fêté ses 20 ans l'an dernier. Qui regroupe donc les fabricants d'aliments, les éleveurs, la sélection et la couvage, et puis aussi l'aval, donc les centres d'emballage et de transformation, et puis les abattoirs. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette présentation. Je vais donc tout de suite passer la parole à Maxime qui va nous parler des chiffres de la consommation et de la production. Alors, dans un premier temps, je vous présente donc la répartition de la consommation des œufs au cours de l'année 2016. Donc au cours de l'année 2016, la plus grosse part des œufs en France est consommée via les achats des ménages en magasin, donc pour 47% du total. Ces achats représentent les achats en grande distribution, mais également en circuits spécialisés et en hard discount. L'autre grande part de la consommation d'œufs se fait via les ovoproduits, en restauration hors domicile comme en industrie agroalimentaire, donc c'est 40% des volumes. 9% des volumes sont écoulés en œufs coquilles pour la restauration hors domicile. Et enfin, l'autoconsommation représente 4% de la consommation en France. Les œufs donc, sont toujours au top de la consommation et les Français, je vais vous le démontrer, sont restés fidèles aux œufs français au cours de l'année qui vient de s'écouler. Donc si on reprend sur les 12 mois qui viennent de s'écouler, entre septembre 2016 et septembre 2017, on a une consommation qui est globalement stable à moins 0,5% en magasin. Si on fait un focus sur l'été, donc la crise qui vient de se dérouler, début août, on a donc la crise du fipronil qui éclate au niveau français. Donc le choc des annonces a conduit à une grosse chute des ventes en magasin. Une chute de 6,9% sur la semaine du 7 au 13 août par rapport à la semaine qui précédait. Dans la semaine qui a suivi, donc du 14 au 20 août, la non-contamination des œufs français a été confirmée d'une part par le ministre de l'Agriculture, mais d'autre part aussi par les professionnels qui ont dit que les éleveurs français n'avaient pas utilisé les produits qui n'étaient pas autorisés au niveau européen. Et les ventes en magasin sont repartis à la hausse, plus 2% dans la semaine du 14 au 20 août et dans les semaines qui ont suivi entre plus 2 et plus 3% pour revenir à des niveaux d'achat à peu près similaires à ceux qu'on avait avant la crise. Donc les Français finalement qui ont gardé confiance en les œufs français qui étaient présentés dans les magasins.
Si on fait un focus maintenant sur les modes d'élevage, donc sur les achats des ménages au cours des 12 mois qui viennent de s'écouler, on a donc les œufs alternatifs donc, qui sont en nette progression. Le label rouge qui a plus 13,5% entre septembre 2016 et septembre 2017. Enfin sur l'année, le bio qui a plus 13,2, le plein air hors label rouge à plus 6,7 et les œufs standards qui eux accusent un petit peu le coup avec des ventes qui sont à moins 7,5%. Au final, on a un panier finalement, une répartition des achats des ménages de la façon suivante. Donc les œufs standards qui restent toujours majoritaires avec 53% des œufs qui sont achetés par les ménages. Viennent ensuite les œufs plein air à 33%, avec une différence entre les labels rouges à 8% et les autres plein air à 25%. Les œufs bio représentent 12% des achats des ménages. Et enfin, la production au sol qui représente 2%. Je vais laisser la parole à Loïc. Pardon. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler de la partie crise estivale, un petit peu pour démarrer, donc qui a des conséquences encore et qui risque d'avoir des conséquences au moins au niveau de conjoncturel pendant une période assez longue liée à la raréfaction de la matière première qu'il y a aujourd'hui. Donc le premier point, donc la crise de cet été, la France n'était pas concernée par cette crise, c'est un point important. C'est une fraude qui a eu lieu principalement aux Pays-Bas, Belgique, Allemagne et qui s'est étendue à d'autres pays, dont l'ensemble de la filière européenne a été victime. Et les conséquences directes, suite à cette fraude, on a eu un renforcement de l'image des œufs français, comme l'a signalé tout à l'heure Maxime, et une demande très importante sur de l'œuf français, parce que la France n'était pas contaminée, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce renforcement de demande a provoqué des tensions sur le marché français, et le fait donc, que les animaux qui étaient contaminés ne produisent plus, ça représente aujourd'hui entre 4 et 5% peut-être de la production européenne. C'est très difficile d'avoir des chiffres. Dans cette crise, ça a toujours été très difficile d'avoir des informations fiables parce qu'il y avait des évolutions, les délais d'analyse étant très longs. On a toujours eu une difficulté d'avoir des informations extrêmement fiables. Et on estime aujourd'hui qu'il manque à peu près 4-5% de la production en Europe. Et ces 4-5% qui manquent provoquent des tensions importantes sur les marchés, sur la partie marché libre. Mais ce manque de disponibilité, aujourd'hui on estime qu'on a des surcoûts en œufs coquilles pour calibrer de l'ordre de à peu près 38% entre fin juillet, première semaine d'août et première semaine d'octobre, et on est à plus 75% pour les œufs qui sont destinés à l'industrie agroalimentaire. Par contre, un des points positifs que l'on a tiré de cette crise, c'est qu'on a vu que le système de traçabilité que l'on a au niveau de la filière œufs fonctionne bien, de la poule au produit fini. On a réussi à chaque fois à identifier les lots qui étaient éventuellement contaminés. Et cette traçabilité, c'est un point crucial de notre filière. Et aujourd'hui, on lance également, on annonce lors de cette conférence de presse l'évolution du pondu en France vers l'œuf de France, qui nous donnera des garanties complémentaires encore par rapport à ce que l'on a en place aujourd'hui au niveau du pondu en France. Le pondu en France était une charte qui avait été mise en place par le SNIPO à l'époque, qui mettait en avant un œuf pondu en France. Aujourd'hui, on s'engage dans une démarche plus complète, sachant que la France est toujours le numéro 1 en Europe en termes de production d'œufs. On est talonné par l'Italie et l'Allemagne qui est, comme sur beaucoup d'autres produits agricoles et animaux, entre autres, avec une forte augmentation de la production, puisqu'elle vient talonner l'Italie en termes de production au niveau européen. Mais notre position, on voit qu'on a une demande de plus en plus
de produits français sur la France, de produits italiens sur l'Italie, de produits allemands sur l'Allemagne. Il y a un renforcement de l'origine et le renforcement de l'origine, il est très important pour nous. On le voit au niveau des consommateurs d'ailleurs. Dans l'analyse des consommateurs qui a été faite, il y a un point fort qui est la qualité et la fraîcheur, qui est un point très important pour les consommateurs dans notre étude conso que l'on a fait, où 8 consommateurs sur 10 reconnaissent cette qualité à l'œuf français. 89% des consommateurs voudraient uniquement avoir des œufs français en GMS, qui est pratiquement le cas, puisque à 99,9%, je pense que les œufs, on n'a que des œufs français en GMS, et 85% des consommateurs également jugent l'origine française très importante pour l'œuf en termes de garantie. Donc, je reviens sur la mise en place du logo œuf de France au lieu de pondu en France. Donc, c'est pour avoir encore plus de transparence au niveau de la filière et donner plus de garantie au niveau des consommateurs. Donc, en 2012, on avait créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'œuf pondu en France ou œuf pondu en France au niveau du SNIPO. Et aujourd'hui, donc la filière vient plus loin avec œuf de France qui s'incorpore dans l'ensemble des produits agricoles reconnus label France. L'objectif de cette démarche, pour nous, c'est une démarche collective, donc qui est dans le cadre de l'Association des produits agricoles de France, comme je viens de le dire, avec une traçabilité totale de la poule. Le poussin sera né et élevé en France. Les poules, les œufs seront pondus sur le territoire national, conditionnés et transformés également en France pour ce qui est des ovoproduits. On met en place un cahier des charges strict qui a été transmis donc à l'Association des produits agricoles de France, sur lequel on attend un retour. Et dans ce cahier des charges, on a mis un plan de contrôle régulier qui vient renforcer la démarche de certification qualité de qualité France pour avoir un produit encore plus contrôlé et qui corresponde à la demande des consommateurs, puisqu'aujourd'hui on voit que l'ensemble des consommateurs plébiscitent un œuf origine France. Je vais passer la parole à Philippe, je pense, pour revenir sur la partie contrat sociétal, les autres engagements de la filière. Donc l'an dernier, si vous vous souvenez, on vous avait présenté donc je dirais un projet de la filière qui s'inscrivait un petit peu dans une démarche proactive pour permettre justement à notre filière de répondre à une demande du consommateur qui évolue aujourd'hui. Et donc cet engagement, c'était le contrat sociétal d'avenir. Contrat qu'on avait, je dirais, suite à un constat qu'on avait fait et partagé avec les différentes familles de la filière, mais aussi avec nos partenaires. Et donc, en octobre 2016, il y a eu le lancement de ce contrat sociétal d'avenir. C'était à l'occasion du 20e anniversaire de l'interprofession. Notre objectif dans ce contrat, c'était de faire évoluer, mais aujourd'hui, les modes de production. Et l'objectif, c'était d'atteindre 50% de production de poules pondeuses en élevage alternatif à échéance des 5 années à venir, c'est-à-dire de 2022. Aussi avec des investissements, je rappelle, qui sont quand même très importants, 500 millions d'euros d'investissement sur les 5 ans à venir. C'est ce qu'on a estimé aujourd'hui qui est nécessaire pour faire franchir ce cap. Je rappelle quand même que ça répond parfaitement à une attente des Français et du consommateur, puisqu'ils sont 94% à plébisciter ce projet. Les professionnels donc ont travaillé là-dessus. Donc, je rappelle, c'était une démarche, une volonté d'avoir une démarche collective, compte tenu de l'ampleur du chantier, et puis aussi compte tenu des objectifs importants pour notre filière, d'aller ensemble sur un projet qui corresponde réellement donc à l'attente du consommateur et de nos concitoyens. C'est aussi donner un coup d'accélérateur, parce que c'est vrai qu'on a toujours des capacités de développement dans une filière, mais là aujourd'hui, pour atteindre ces objectifs, il fallait vraiment donner un coup d'accélérateur. Je rappelle que fin des années 90, on était à un peu plus de 6% de production alternative. En 2016, on était à 32%. Ça évolue petit à petit chaque année, mais là vraiment on voudrait franchir un cap avec, je dirais, un volume de bâtiments d'élevage à transformer ou à créer plus important.
Pour ce faire, donc, bien entendu, on avait besoin d'un partenariat, je dirais, avec tous les gens qui sont autour de la filière. La filière, elle seule, devant l'ampleur de ce travail, ne pouvait pas, je dirais, on s'est retourné vers nos partenaires, vers les pouvoirs publics, bien entendu, d'une part, mais aussi vers nos partenaires financiers, qui sont les banques, vers la Fédération des SAFER, puisque si on veut aller vers plus de production plein air, il va falloir trouver du foncier, et dans certaines régions, c'est pas toujours évident, il y a une concurrence. Et puis aussi avec les clients de la filière que sont la grande distribution, la restauration hors domicile et l'industrie agroalimentaire. Donc à cette occasion, on avait demandé à nos partenaires, à nos clients de la filière de s'engager à travailler collectivement donc, sur ce projet de façon constructive autour de ce contrat, de faire partager le constat que l'on a fait donc, sur la situation de notre filière et sur les moyens à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif, et à s'engager aussi à contribuer financièrement. Parce qu'évidemment, si on veut construire davantage de production alternative, il va falloir arrêter la production cage. Ce sont des élevages qui ont de très gros investissements, qui ont réalisé de très gros investissements en vue de la mise aux normes de 2012. Il y a encore des en cours. Et bien évidemment, on avait besoin donc d'un soutien financier pour pouvoir justement accélérer ce mouvement. De s'engager notamment sur une contractualisation, parce que les investissements que l'on a réalisés ou qu'on va réaliser pour pouvoir atteindre ces objectifs, les éleveurs ont besoin de garanties, et là-dessus donc on demande à ce qu'il y ait une contractualisation à moyen et long terme. C'est, je dirais, la moindre des choses par rapport aux éleveurs qui vont faire ces très très gros investissements. Ensuite, donc, bien évidemment, les Français, je dirais, ça répond parfaitement à l'attente des consommateurs, puisque près de 80%, 79% sont conscients que pour pouvoir réaliser ce chantier, il va falloir du temps, bien entendu, des délais pour qu'on puisse s'adapter, et aussi des moyens. Une aide financière, c'est ce qu'on demande, donc une aide financière pour la transition. Ils sont payés, les Français, les consommateurs sont prêts aussi, ils nous soutiennent et ils sont prêts, je dirais, ils sont prêts à joindre l'acte à la parole, puisqu'ils sont prêts à payer plus cher pour accompagner cette transition. 87% des Français sont prêts à donner, à verser 10 centimes de plus sur une boîte de 6 œufs, et 89% des Français sont favorables à une offre uniquement composé de produits origine France, ce qui rejoint ce qui vous a été dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, les démarches que l'on entreprend aujourd'hui sur notamment l'offre de France sont parfaitement en concordance avec cette demande. Donc le contrat sociétal que je viens d'évoquer, je vous ai dit, on a depuis un an engagé un certain nombre de chantiers. De notre côté, la filière aussi, elle, avait pris des engagements. Alors, dans ces engagements, on s'est engagé à renforcer la démarche Pondus en France. Bilan, un an après, aujourd'hui, on vous présente notre projet œuf de France qui va se mettre en place sur l'année 2018. Donc le cahier des charges est écrit, il est en cours de validation. On s'est engagé également au niveau de l'interprofession à lancer un projet de recherche sur l'évolution de l'élevage de poules pondeuses. Donc c'est une étude qui était en 2 temps. On a réalisé sur la première année une enquête sur le parc de bâtiments actuel. Elle est achevée. On a aujourd'hui, je dirais, une photographie de notre parc et qui nous permet d'établir les possibilités de conversion de nos élevages. Et puis, dans un deuxième temps, donc, de réaliser une réflexion pour pouvoir, je dirais, définir les contours de ce que sera l'élevage de poules pondeuses de demain, avec, bien sûr, les gens de la filière entourés des consommateurs, des associations, des pouvoirs publics, et puis aussi de nos clients. À l'issue de ce programme, donc, il y aura un guide d'aide à la décision qui sera diffusé auprès des éleveurs. L'interprofession s'est engagée également à déployer une méthode d'évaluation sur le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est un sujet très important qui nous préoccupe, enfin je veux dire, qui fait partie de nos préoccupations. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le travail qu'on avait engagé avec l'aide de l'ITAVI a abouti,
et on a pu le voir au SPACE lors d'une présentation, à la mise en place d'une application smartphone qui sera sur 2018 à la disposition des éleveurs et des techniciens, je dirais pour faire de l'enregistrement d'un certain nombre de critères d'évaluation sur le bien-être animal. La filière s'était engagée aussi de manière à affiner l'évolution de notre production. Ça fait partie de nos projets sur lesquels on avait travaillé un peu en amont, mais qu'on a inclus dans ce contrat sociétal. Évolution de la production et évolution de la consommation, notamment sur les ovoproduits. Un an après, ce que l'on peut dire, c'est que la base de données, aujourd'hui, elle est sur une étape de phase de test, qu'on va procéder au développement sur le début de l'année 2018 et donc l'opération sera lancée sur le début de l'année 2018. En ce qui concerne l'observatoire de la consommation qu'on avait évoqué, eh bien effectivement les pouvoirs publics se sont engagés à mettre en œuvre donc un observatoire de la consommation et ce sera dans le cadre de France Agrimaire. Donc vous voyez donc une filière qui a pris des engagements. On travaille aussi avec nos partenaires des banques pour justement suivre et voir comment on peut accompagner cette évolution. Les discussions avec nos partenaires clients de la filière se poursuivent. Elles ne sont pas encore complètement terminées, elles se poursuivent. C'est une opération qui va prendre du temps forcément. Voilà un petit peu, je dirais, si on peut, pour faire un bilan de ce contrat sociétal d'avenir. Donc maintenant, on va passer, je dirais, à la présentation suivante. Et ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans le cadre de la journée mondiale de l'œuf, il était important de voir la place de l'œuf dans notre consommation, sur les tables des Français, des consommateurs, mais de tout le monde aussi, et aussi des plus démunis qui, je dirais, ont besoin de se nourrir. Et je dirais aussi le prix compte pour quelque chose et la qualité de nos produits aussi. Donc je laisse la parole à Laurence Plumet. Bonjour à tous. Alors, c'est toujours un bonheur pour moi de vous parler de l'œuf, parce que je considère que l'œuf est vraiment une chance pour l'homme, je vais même loin, hein, avec un grand H, parce que c'est un produit qui a énormément de qualité nutritionnelle, et pas seulement pour nous qui avons de la chance de manger à notre faim, mais aussi pour tous ceux qui mangent beaucoup moins, qui n'ont pas cette chance-là. Et vous savez, on parle dans le cadre de la journée mondiale de l'œuf des pays en voie de développement, mais il n'y a pas que dans ces pays-là que l'on se trouve en situation de précarité. Il y a également en France, et c'est cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et de l'impact aussi de l'œuf dans le cadre d'une alimentation destinée à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est là qu'on va voir que l'œuf vraiment peut révéler toutes ses qualités nutritionnelles et contribuer à de meilleurs apports nutritionnels. Il faut quand même savoir qu'en France, les gens qui vivent en situation de précarité, ils représentent quand même 14% de la population. Ça fait quand même 9 millions de personnes. 9 millions de personnes qui touchent moins de 980 € par mois, voilà, et qui ont droit au RSA, qui est le revenu de solidarité active, avec disons un revenu de 545 € par mois et par personne sans enfant. Bon. Quand on parle de pauvreté, c'est une situation de manque durable, économique et social. À ceci s'ajoute la notion de précarité, qui concerne également 10% de la population. Donc vous voyez, 14 plus 10, ça fait quand même beaucoup. C'est une situation d'instabilité au niveau des revenus, du travail, du logement, et donc un état transitoire d'insécurité qui peut basculer vers la pauvreté. Dans tous les cas, quand on ne mange pas à sa faim, il est évident qu'il y a un risque beaucoup plus élevé de carence et donc de pathologie. Ce sont donc des obstacles majeurs au bien manger. Alors, quand ces gens-là sont interrogés sur leur comportement et leurs craintes, c'est bien évidemment la crainte mangeur chez eux de ne pas avoir assez à manger et de ne pas avoir toujours les aliments souhaités. Alors au niveau de l'alimentation, quand on observe leur comportement, nous avons la chance de manger 3 fois par jour. Ces gens-là ne mangent qu'1 ou 2 fois par jour. Donc ils ont un apport finalement calorique sur la journée qui est de moins de 1600 calories par jour.
Nous, les femmes, c'est à peu près 2000. Vous, les hommes, plutôt 2500 calories. Donc vous voyez qu'il y a quand même un déficit de 500 à 1000 calories par jour chez les gens qui vivent en situation de pauvreté. C'est évident que ceci va s'accompagner de grandes carences, elles-mêmes responsables de pathologies. Alors au niveau des comportements, on s'en doute bien, il y a une trop faible consommation de viande, de poisson, de légumes, de fruits et de produits laitiers, pour l'essentiel parce que ce sont des produits chers. Voilà. En revanche, il y a une consommation sélective d'aliments gras et ou sucrés, comme les chips, les burgers, les viennoiseries, les biscuits, autrement dit, tout ce qui tient au corps et qui ne sont pas chers. Voilà. Donc on ne peut pas avoir une alimentation équilibrée dans ces conditions. Parce que quand on ne mange pas assez de viande ou de poisson, bien il y a un trop faible apport de protéines et de fer, qui va se traduire par une perte de la masse musculaire. Il ne faut pas oublier que nos muscles sont composés à 80% d'eau, mais à 20% de protéines. Si vous ne mangez pas assez de protéines, et entre autres de protéines animales, tous les jours, eh bien vous risquez de voir fondre votre masse musculaire. Les protéines sont aussi impliquées dans notre système de défense immunitaire. Si vous ne mangez pas assez de protéines tous les jours, vous êtes bien évidemment fatigué, mais ceci va s'accompagner également d'une baisse des défenses immunitaires, raison pour laquelle on est beaucoup plus fragile, on tombe plus souvent malade. Par ailleurs, manque de produits laitiers égale manque d'apport de protéines et surtout de calcium, ce qui sur le long terme va provoquer une perte de la masse minérale osseuse et donc une fragilisation osseuse qui ne fera qu'augmenter le risque de fracture. Ensuite, excès de consommation de produits gras et sucrés qui se traduit comment? Eh bien par une prise de poids. Et oui, on voit que ces gens-là sont souvent, paradoxalement, en excès de poids, avec évidemment toutes les complications que cela suppose, une plus grande fréquence de diabète, de dyslipidémie, c'est-à-dire de la montée du taux de mauvais cholestérol et des triglycérides, et donc du risque cardiovasculaire. Donc vous voyez que ces gens ne sont pas en bonne santé. S'ajoutent à cela de nombreuses carences en calcium, en fer, mais également en vitamines, et entre autres de vitamines du groupe B, impliquées dans l'énergie, de vitamines du groupe D, de vitamine D impliquées dans la minéralisation osseuse, et de vitamines A et E qui sont des vitamines antioxydantes. Bon, eh bien, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Manger équilibré et pas cher, eh bien, c'est possible avec les œufs. Et c'est en cela que je trouve que l'œuf est vraiment un aliment formidable parce qu'il a énormément de qualité. D'abord, c'est pas cher. Voilà. Ensuite, c'est un concentré de qualité nutritionnelle. Je reviendrai sur ces points-là. Ça se conserve très bien l'œuf, au moins 1 mois. Ensuite, on peut en manger tous les jours à la place de la viande si on veut, et quand on n'a pas les moyens, on n'a pas le choix. Et c'est un excellent choix à faire que de manger des œufs à la place de la viande. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le détail de la nutrition, puisque c'est mon dada et mon métier. Donc, dans 2 œufs, sachez qu'il y a autant de protéines que dans 50 grammes de viande et de poisson, c'est-à-dire 12 grammes. Je rappelle que notre besoin en protéines quotidien, il est de 60 grammes environ pour une femme et de 80 grammes environ pour un homme par jour. Donc, vous voyez que 12 grammes, c'est quand même pas rien avec 2 œufs. Ensuite, ce sont des protéines d'excellente valeur nutritionnelle. La protéine d'œuf est la meilleure protéine qui soit. Vous savez qu'une protéine, c'est comme un collier composé de perles, et les perles sont les acides aminés. Nous avons besoin de 22 acides aminés, dont 8 absolument indispensables que nous ne savons pas fabriquer. Eh bien, la protéine d'œuf, tenez-vous bien, elle est la seule protéine qui contienne tous les acides aminés indispensables dont nous avons besoin. En l'occurrence, c'est 8 acides aminés. C'est la seule, car les protéines de la viande et du poisson et des produits laitiers et les protéines végétales ne les contiennent pas toutes. Ensuite, les protéines de l'œuf sont 2 fois moins chères que les protéines de la viande. En moyenne, 3 à 4 centimes le gramme de protéines versus 7 centimes le gramme de protéines de viande ou de poisson. Donc, il n'y a pas photo, on a tout à y gagner de manger des œufs. Ensuite, dans les œufs, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qu'il y a sous cette coquille. Eh bien, il y a en ce qui concerne les minéraux et les oligo-éléments. Bon, il y a un peu de soufre, d'accord, mais sur le plan nutritionnel, c'est pas très intéressant. En revanche, il y a du fer. Le fer se trouve surtout dans le jaune, et vous voyez qu'en consommant 2 œufs, eh bien, on couvre 15% du besoin quotidien en fer. Élément très important, car les femmes sont très souvent en carence de fer. On estime qu'une femme sur 2 manque de fer. Ça se traduit par quoi? Fatigue, pâleur et plus grande sensibilité aux infections. L'iode, il y a beaucoup d'iode dans l'œuf. Vous voyez que 2 œufs permettent de couvrir 30% du besoin quotidien en iode. Sachez que 20% de la population française, surtout celle qui ne vit pas sur les côtes, et qui n'a pas la chance de manger régulièrement du poisson et des fruits de mer, eh bien, manque d'iode. Eh bien, en mangeant 2 œufs, déjà on couvre un tiers de son besoin quotidien en iode.
indispensable au fonctionnement de la glande thyroïde. Le sélénium, un oligoélément antioxydant. 2 œufs, 20% du besoin quotidien. Et un petit peu de sodium, mais vous voyez qu'il y en a très très peu. Et regardez pour les vitamines. Nous avons besoin de 13 vitamines pour être en forme. Eh bien, vous voyez que l'œuf, à lui tout seul, apporte 9 vitamines. 2 œufs vont couvrir 20 à 25% du besoin en vitamines B2, B5, B9. B2, B5 impliqués dans les métabolismes énergétiques, B9 très utile pour la division cellulaire. 25 à 30% du besoin en vitamine A. La vitamine A, une vitamine antioxydante qui intervient aussi dans la qualité de la vision. 40% du besoin en vitamine D. On ne cesse d'insister sur le fait que la population française manque de vitamine D. Et plus on va approcher dans la fin de l'automne et à l'approche de l'hiver, plus on va en manquer. Donc 40% du besoin en vitamine D rien qu'avec 2 œufs, c'est fantastique. 50% du besoin en vitamine K qui est impliqué dans les process de coagulation et 100% du besoin en vitamine B12. Vous vous rendez compte, tout ça rien qu'avec 2 œufs. Je suis sûre que vous êtes éblouis. Alors bien sûr, je me dois de vous parler du cholestérol, parce qu'en consultation, quand je dis tout le bien que je pense des œufs à mes chers patients, eh bien, ils me disent « Ah bon, on peut manger des œufs quasiment tous les jours? Mais alors, dites-moi docteur, et le cholestérol? Parce qu'il paraît quand même que c'est pas bon pour les artères. » Et là, je leur dis « Mais vous savez, la nutrition a beaucoup progressé. Maintenant, on sait très bien que le cholestérol alimentaire joue relativement peu sur le taux de cholestérol sanguin. Parce qu'en fait, les gens se font une petite histoire très rapide. Je mange du cholestérol via les aliments, ça va tout de go dans le sang, donc ça a un lien direct avec mon taux de cholestérol. Sauf que physiologiquement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il y a le foie au milieu, et c'est le foie qui décide, et c'est lui qui va larguer dans la circulation le taux de cholestérol qui convient au corps et à la génétique de chacun et à la santé de chacun. Au demeurant, il y a des études qui ont été faites, donc je vous en ai sélectionné quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus, mais je n'avais pas le temps de rentrer dans le détail de toutes, et qui montrent clairement que le cholestérol de l'œuf n'augmente pas le risque cardiovasculaire, que manger un œuf par jour n'augmente pas le taux de mauvais cholestérol, que cela pourrait même faire baisser le taux de mauvais cholestérol et que cela pourrait même faire augmenter le taux de HDL cholestérol qui est le bon. Donc vous voyez que ça va complètement à l'encontre de ce que l'on pensait autrefois. Alors, en revanche, ce que l'on sait, parce qu'il faut bien s'attaquer au problème du mauvais cholestérol. Moi, quand j'ai commencé à exercer ma profession il y a à peu près 25 ans de ça, eh bien, je reconnais qu'on disait en premier, arrêtez de manger des œufs et du foie, parce que ça contient trop de cholestérol. Mais depuis, cette recommandation n'existe quasiment plus. Elle est reléguée à la 5e, 6e place. Et en première intention, qu'est-ce qu'on dit à nos patients qui ont trop de mauvais cholestérol? C'est diminuer votre consommation de graisses saturées. Donc, moins de beurre, moins de crème, moins de sauce, moins de friture, moins de chips, etc. Ça, on sait que ça impacte le taux de mauvais cholestérol. Voilà. Et puis on les incite aussi à maigrir si nécessaire, ça joue beaucoup, et aussi à faire du sport, parce que le sport, ça baisse aussi le taux de mauvais cholestérol. Voilà. Donc, et puis vous savez, le risque cardiovasculaire, entre nous, c'est pas parce qu'on mange des œufs, c'est parce qu'on est trop gros, parce qu'on fume, parce qu'on est sédentaire, parce qu'on est diabétique et parce qu'on a plein de problèmes de santé. Donc soyons réalistes. D'ailleurs, l'œuf n'est même plus concerné dans ce que l'American Heart Association recommande en prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, et ces autres atouts, donc sur le plan nutritionnel, je l'ai bien développé, ces autres atouts, eh bien l'œuf est facile à conserver. Pendant un mois, tout ce petit cosmos de protéines, lipides, glucides, fer, minéraux, oligo-éléments et vitamines est complètement préservé dans l'œuf pendant un mois à d'intégrum. Donc ça, je ne connais pas beaucoup d'aliments qui, à ce point-là, préservent leur qualité nutritionnelle aussi longtemps, à partir du moment où on les conserve chez soi. Et puis surtout, on se régale. On se régale dans le salé, on se régale dans le sucré, les omelettes, les œufs sur le plat, les œufs coques, les œufs durs, les flans, les œufs au lait. Ah, les œufs au lait, j'adore. Donc en fait, si on mangeait régulièrement des œufs, eh bien d'abord, on aurait beaucoup moins de carences en protéines, on aurait beaucoup moins de carences en fer, on aurait beaucoup moins de carences en vitamines du groupe B, D et A. Et ceci à tous les âges de la vie. Vous savez que l'enfant peut déjà commencer à manger de l'œuf dès l'âge du 6e, 7e mois. Et après, c'est une grande et longue histoire d'amour, puisqu'il peut en manger tout au long de sa vie, à tous les âges de la vie. Et c'est même pas il peut, mais c'est il devrait. Et alors je me suis amusée à vous faire un menu à 5 € avec de l'œuf, parce que pensant encore et toujours à ces gens qui n'ont pas les moyens et qui pensent qu'ils doivent nécessairement manger déséquilibré parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir de la viande et du poisson. Eh bien voilà, une journée entière par
parfaitement équilibré sur le plan nutritionnel, avec les œufs au petit déjeuner. Un peu de lait, un bol de lait demi-écrémé avec un peu de chocolat, du pain beurré, un jus d'orange. À midi, salade verte, 2 œufs sur le plat, des épinards, des coquillettes et un yaourt nature. L'après-midi, du pain avec un peu de chocolat, ça coûte moins cher qu'un pain au chocolat. Et le soir au dîner, une salade de riz avec un peu de thon en boîte, tomates, un peu de vinaigrette, du pain, un yaourt nature et une pomme. Et bien vous voyez, quand on calcule tout ça, on arrive à 5 €. Et là, tout d'un coup, on a une alimentation qui est parfaitement équilibrée et vous voyez que c'est accessible et au demeurant très facile à faire. On peut faire des repas très simples et équilibrés avec les œufs, potage de légumes, 2 œufs sur le plat, un yaourt et un fruit, quiche Lorraine maison, salade, laitage, fruits, salade composée avec 2 œufs durs par personne, fromage, pain et fruits, omelette parmentière, salade, laitage et fruits, œufs en cocotte, c'est si bon, purée de pommes de terre, laitage et fruits. Voilà, je vous en ai mis quelques-unes, vous voyez que vous avez le choix. Donc, pour conclure, j'estime que l'œuf est vraiment une chance pour tous. Il n'est pas cher, de conservation facile, riche en protéines et au demeurant c'est la meilleure protéine alimentaire qui soit, riche en 5 minéraux et oligoéléments et en 9 vitamines. Je vous ai fait la démonstration avec des pourcentages qui sont vraiment époustouflants, se prétend à de nombreuses recettes salées ou sucrées et à tous les âges de la vie. Alors qui dit mieux? Eh bien je dis aucun autre aliment. Je vous remercie. Bien, écoutez, je crois que fort des conseils de Laurence Plumet qui nous accompagne déjà depuis quelques années et qui, je crois que notre filière est convaincue, je dirais, de la nécessité de continuer à produire des œufs, à garder notre statut d'autosuffisance et vraiment d'apporter tout les réponses aux consommateurs. Et je crois que c'est quelque chose, ce message aujourd'hui qui est très, très positif. Et ce que vous avez apporté aujourd'hui comme démonstration sur ce que l'on peut manger, sur l'aspect nutritionnel, bien évidemment, sur l'aspect économique, et je dirais bien conforter, je dirais, notre démarche et tout le travail que l'on peut faire au niveau de notre interprofession. Je vous en remercie. Alors, je vous l'ai dit au début, aujourd'hui c'est la journée, enfin ça sera la journée mondiale de l'œuf le 13 octobre, bien évidemment. Donc aujourd'hui en amont, on a, je dirais, vous présenter ces différents événements, enfin ces différents chiffres jusqu'à présent, mais je voulais aussi évoquer le partenariat que nous avons mis en place justement à l'occasion de cette journée mondiale de l'œuf avec je dirais l'association Eurotoc des chefs au niveau français. Les réseaux Eurotoc donc invités donc à mettre les œufs à l'honneur de leur table pendant une semaine, sur la semaine prochaine, donc où il y a, je dirais, plus de 200 restaurants qui sont conviés à composer des menus spécifiques. Il y aura à cette occasion des livrets qui seront distribués et qui seront mis à disposition. Et puis il y aura aussi la participation d'écoles hôtelières et des ateliers pour les enfants. Donc c'est vrai que quand on est, je dirais que les enfants, ils sont adorables et ils apprécient beaucoup quand on leur montre tout ce que l'on peut faire et quand on leur apprend, je dirais, à faire ces préparations. À cette occasion, donc, il y a 2 chefs ici de Eurotoc, donc je dirais Olivier Chaput. J'invite à me rejoindre. Donc Olivier Chaput, qui est chef Eurotoc et qui, à l'occasion de la journée mondiale de l'œuf, va nous expliquer ce qu'il va faire. Et puis ensuite, on aura Éric Coisel. Merci beaucoup. Bonjour à tous, en fait. Donc voilà, je m'appelle Olivier Chaput, je suis chef Eurotoc, je suis spécialiste dans le bon et bien manger et la prise de conscience alimentaire chez les enfants. Donc voilà, cuisinier est mon métier, mon combat c'est le monde des enfants. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir faire un petit peu la promotion des œufs. Les enfants adorent les œufs, qu'ils soient à la coque, dure, mollet, avec ou sans mouillette, en règle générale ils adorent ça, et donc on va mettre donc à l'honneur dans les restaurants, les différents restaurants des chefs Eurotoc, l'œuf avec plein de recettes différentes. Pour ma part, je ferai des recettes qui vont s'adresser au monde des enfants, pour leur faire découvrir peut-être des textures différentes autres que l'œuf dur. Donc voilà, et je suis le créateur d'un salon qui s'appelle #bon ramène tes parents, qui est le premier salon gastronomique et de l'alimentation des enfants et qui a lieu à Villejuif le 21 et 22 octobre, où là bien évidemment vous pouvez compter sur moi, on va encore continuer, même si ça sera après la journée mondiale, on va continuer à relayer les œufs, parce qu'on en met
quasiment partout. C'est vrai que beaucoup en pâtisserie, bien évidemment, mais je pense qu'il y aura plein de recettes qui vont être faites où il y aura différents œufs, que ce soit les œufs de poule ou les œufs de caille, pourquoi pas. Mais en tous les cas, on va continuer à relayer l'info, parce que c'est vrai que les journées mondiales ou les semaines qui sont organisées sont hyper importantes. Mais je pense que le rôle aussi d'un chef de cuisine, c'est de promouvoir les bons produits, et c'est ce qu'on fait chez Eurotoc. On a vraiment ce lobby-là autour du produit, et on continue tout au long de l'année à promouvoir les bons produits et les produits bien faits, comme on dit. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci donc de nous accompagner au cours de cette journée, enfin à l'occasion de cette journée. Donc cette conférence se termine. Donc effectivement, on a voulu vous présenter toute notre activité, notre actualité, toutes les démarches que nous entreprenons pour répondre à la demande des consommateurs et faire tout ce qu'il faut pour que notre filière reste en bonne santé.